Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette session de présentation Graph autour d'un sujet très important, la facture électronique, et les nouveautés 7G100 V9. Un petit détail déjà logistique, on a coupé vos micros, non pas qu'on ne souhaitait pas vous entendre, mais nous sommes un petit peu nombreux, aujourd'hui et pour le confort de tous, il est préférable, de couper les micros. En fin de session, nous aurons une session un temps de partage, de questions-réponses, donc n'hésitez pas à ce moment-là, à poser vos questions. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions via le chat et l'aspect conversation, dans Teams, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions au fur et à mesure de la présentation. Nous avons comme invité ce matin une personne, de chez Sedge qui s'appelle Thomas Sanglier. Bonjour Thomas, Bonjour Emmanuel, merci de l'invitation. bienvenue chez nous et merci, de ta disponibilité, pour informer nos clients sur un sujet qui va nous occuper, comme je le disais tout à l'heure, pendant les quelques mois à venir, voire pendant les quelques années à venir, puisqu'on est sur des échelles de temps qui vont s'étaler de maintenant jusqu'à 2026. Donc ça veut dire que dans les 2, 3, 4 années à venir, la facture électronique va devenir le sujet de préoccupation, certainement des DAF, des DSI et des dirigeants. Une préoccupation qu'il va falloir, nourrir, qu'il va falloir bien évidemment, plutôt, pérenniser ou plutôt je dirais, il faut un petit peu, je pense, prendre de l'information aujourd'hui pour voir un petit peu à quoi on peut s'attendre et faire en sorte d'être, le plus à même de gérer cette contrainte, qui peut devenir d'ailleurs une opportunité, bien évidemment. Donc on va se focaliser sur la facture électronique pendant environ 3 quarts d'heure et puis on ira voir pendant le dernier quart d'heure de cette présentation les nouveautés, V9 autour de Sedge 100, ce qui nous permettra un petit peu de faire le lien avec les logiciels Sedge présents chez nos clients. Voilà, je te laisse la parole. Thomas, on est ensemble pour environ une grosse heure autour de ce sujet et bon séminaire à tous, bonne session à tous. Merci Emmanuel. Je me représente en effet Thomas Sanglier, consultant avant-vente Sedge, et donc j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui Graph sur cette prise de parole autour de la facture électronique, mais pas que. Ce qu'on va regarder, donc ce que disait Emmanuel en effet, on va regarder déjà dans un premier temps la facture électronique. Je vais tout vous réexpliquer autour de la facture électronique, les objectifs, le calendrier. On reparlera des différents acteurs qui ont été mis en place, du vocabulaire, des circuits des factures, ce qui est validé aujourd'hui. On va faire quelques zooms sur quelques principes, sur un flux, sur le type de facture qu'on va utiliser. Et puis surtout, on reviendra sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir, et ce qu'il va falloir préparer en fait pour pouvoir être prêt quand vous allez devoir en fait traiter les factures électroniques. Donc ça, ce sera dans un premier temps, comme disait Emmanuel. Deuxième temps, on va revenir sur les nouveaux TV9. Alors, je vous cache pas que les dernières versions de Sedge ont été faites autour principalement de la facture électronique. Bien sûr, on a rajouté du fonctionnel, je vais vous montrer ça. On a des obligations légales comme la nouvelle norme des TVA sur les acomptes que je vais vous expliquer. Et puis, je vous parlerai des différentes nouveautés sur les différents modules et en globalité sur la gamme Sedge 100. Alors, on va partir ensemble déjà dans un premier temps sur la facture électronique. Je vous disais, la V9 de Sedge a commencé à préparer le terrain pour cette facture électronique et on verra, je vais vous montrer tout à fait la différente feuille de route de Sedge justement pour pouvoir répondre à cette facture électronique. Donc, la facture électronique, c'est quoi? C'est une réforme fiscale pour renforcer la prévention, la lutte contre la fraude à la TVA. C'est la raison première. Aujourd'hui, sur la dématérialisation de vos factures et donc les envois numériques des factures, vous avez peut-être déjà l'habitude, si vous faites des échanges avec les établissements publics. Vous passiez par la plateforme Chorus Pro pour pouvoir en fait déposer vos factures. Vous avez peut-être même un outil pour pouvoir les envoyer. Ce sera la même chose demain, mais là, ce sera vraiment pour toutes vos factures, que ce soit du public, du privé, du particulier, etc. Ça va rentrer en fait dans cette réforme des factures électroniques et ça permet à l'État là de pouvoir capter en fait en effet cette TVA. On a bien sûr, pour pouvoir mettre ça en place, et c'est ce que Emmanuel disait, jusqu'à 2026, on a un calendrier applicatif en plusieurs étapes en fonction du type d'entreprise, de la grosseur d'entreprise. Alors ça, on avait déjà connu au niveau de la paye avec la DSN, si quelques-uns d'entre vous avaient été impactés. Là, en fait, ça va être la même chose, bien sûr. On va aller étape par étape et en fonction de la grosseur. Je vais revenir sur le calendrier juste après.
Sur cette facture électronique, on va avoir de nouveaux formats de facture obligatoires. Le format PDF va toujours être toléré en fait dans un premier temps sur le portail public de facturation, mais par la suite, une fois que ce sera bien instauré, que ce sera en place, il faudra utiliser ces différents formats obligatoires. J'y reviendrai par la suite pour vous citer en fait le socle minimal de ces formats. On va avoir aussi donc de nouveaux circuits obligatoires, circuits de circulation des factures avec de nouveaux acteurs. Alors, nouveaux acteurs, il y en a certains, on va changer de nom, hein. Par exemple, Chorus Pro, ça va être toujours en fait une plateforme publique. Elle ne s'appellera plus Chorus Pro, ce sera le portail public de facturation. Mais je vais vous expliquer bien sûr aussi tous les acteurs. Et puis, autour de cette facture électronique, on va avoir deux types de flux. Le flux e-invoicing qui va permettre le dépôt, la transmission, le suivi des factures de société à société et de société à gouvernement, hein, vers le public, donc B2B, B2J. Par contre, ce e-invoicing, ça ne répondra pas en fait à des échanges vers des particuliers, vers des sociétés à l'international et ça ne prendra pas en compte non plus tout ce qui va être opération avec encaissement, donc prestation de service avec règlement à l'encaissement. Pour ces trois cas-là, ce sera un deuxième flux qui sera parallèle, hein, à du invoicing, hein, qu'on fera en fonction du type de facture qu'on va émettre et qui va s'appeler le e-reporting. Donc le e-reporting, je répète, c'est pour les factures société vers client, pour les factures vers l'international et pour tout ce qui va être prestation de service avec encaissement. Donc tout ça, ce sera un second flux, le e-reporting, pour bien sûr pouvoir déclarer la TVA, parce que les factures, là pour le coup, ne rentreront peut-être pas en fait tout simplement dans le circuit, puisque quand on est avec un particulier, on va donner la facture directement au particulier. Par contre, il faudra aller faire la déclaration en fait à côté, et c'est pour ça qu'il y a ce flux de e-reporting. On fera un zoom justement dessus un petit peu plus tard. Donc, si on reprend les objectifs, hein, de cette réforme, diminuer le temps, le coût du traitement des factures. Donc ça, c'est l'objectif vertueux de la réforme et qui va bien sûr tous nous impacter, hein. Le traitement d'une facture numérique nous prend bien sûr beaucoup moins de temps qu'une facture papier et nous coûte bien sûr beaucoup moins cher qu'une facture papier. On n'a pas tout ce qui est impression, affranchissement, délai de la poste, etc., etc. Donc là, pour le coup, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct pour vous. Maintenant, la raison première de l'État, hein, c'est de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Hein, c'est vraiment de capter tous les flux de façon à pouvoir avoir justement toutes les déclarations, toutes les TVA. Au-delà de cette raison première aussi, du fait qu'ils vont pouvoir capter tous les flux, ça va permettre à l'État d'améliorer en fait la connaissance de la conjoncture économique. On va avoir tous les flux, donc on aura toutes les remontées d'informations au fil de l'eau concernant donc l'activité des entreprises, que ce soit par secteur géographique, par type d'entreprise, par code NAF, etc. Tout ça, en fait, c'est des informations qu'on aura par la suite et sur lesquelles on pourra se projeter, en effet, pour pouvoir analyser un petit peu l'état de la France, on va dire. Donc le calendrier, on le reprend, il est en dessous. On va avoir trois étapes principales sur ce calendrier. La première, c'est juillet 2024. Juillet 2024, tout le monde va devoir être en capacité de pouvoir faire de la réception de factures électroniques. Pourquoi tout le monde devra faire de la réception électronique? Parce que les grandes entreprises, elles, devront pouvoir émettre des factures électroniques. Ce qui veut dire qu'à partir de juillet 2024, il va falloir commencer à réfléchir, en effet, enfin pas à partir, mais avant, il va falloir réfléchir de façon à savoir en effet quel type de fournisseur on a, quel type de facture on reçoit, et est-ce qu'en effet il faudra pouvoir réceptionner ces factures. En tout cas, l'État demande à tout le monde de commencer à être prêt à partir de juillet 2024. Donc les grandes entreprises, elles, devront émettre ces factures en juillet 2024. Ce sera le cas aussi pour les ETI à partir de janvier 2025. Et puis, dernière étape, janvier 2026, pardon, là, ce sera toutes les entreprises, donc TPE, PME comprises. Donc là, vous avez vu le calendrier avec les trois étapes. Ce calendrier, juste pour vous indiquer, ça avait déjà été prolongé une première fois. Ils avaient déjà modifié un peu les dates. Là, il vient d'être validé cet été, via donc, tout simplement un décret rectificatif. Ça a bien été validé et les dates ont été entérinées pour le moment. Je vous dis pas que ça va pas remodifier encore, on ne sait jamais avec l'État, mais pour le moment,
c'est les dates que l'on doit avoir en tête. Allez, on fait une petite passe sur ce qui était acté, validé et sur la présentation des différents acteurs en fait que vous allez avoir avec cette facture électronique. Le premier acteur, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la plateforme publique. La plateforme publique, on la connaît aujourd'hui, elle s'appelle Chorus Pro, elle va être remplacée là par le portail public de facturation. Le portail public de facturation, donc on appelle aussi PPF pour faire un peu plus court, ça pourra être votre plateforme d'échange et ça pourra vous directement, vous pourrez passer par eux pour pouvoir faire en fait tous les échanges avec les autres entreprises. L'avantage, si vous choisissez le PPF en tant que plateforme d'échange, donc déjà c'est gratuit parce que c'est une plateforme publique, mais en plus vous allez pouvoir faire tout ce qui va être archivage de vos factures directement au travers de la plateforme. L'archivage légal des 10 ans, c'est le PPF qui va s'en charger. Et vous aurez bien sûr en fait vos factures qui seront disponibles uniquement si vous utilisez le PPF comme émettrice de la facture, comme plateforme principale. Sur le PPF, on retrouvera aussi tout ce qui va être annuaire centralisé, c'est-à-dire information des différentes entreprises, des différents routages en fait des factures que les entreprises ont choisis, parce qu'on va voir qu'on a un deuxième acteur et qu'on peut choisir autre chose que le portail public de facturation. Le portail public de facturation va accepter en fait le socle minimal des différents formats de factures. Je vous disais, il va y avoir des formats qui vont être utilisés pour cette facture électronique. Les formats, c'est le format UBL, le format FactureX et le format UNCEFACT C2I. Différence entre ces formats, c'est UBL, UNCEFACT C2I, c'est des formats juste de données, c'est-à-dire que c'est des fichiers XML aujourd'hui, un peu comme si vous connaissez en fait les fichiers au format CEPA de virement que vous pouvez envoyer, c'est des fichiers XML. Là, c'est la même chose. C'est des fichiers qui sont structurés avec des balises sur lesquelles on va retrouver les informations. C'est un petit peu barbare quand on n'a pas l'habitude, quand on va regarder ce format, puisque c'est vraiment comme de la programmation, on va dire. À comparaison, à côté, on a un troisième format qui est le format FactureX, qui sera le format utilisé par Sage, je vais vous en reparler plus tard, qui sera, je pense, aussi le format utilisé par la plupart des éditeurs. Pourquoi ça? Parce qu'on est sur un format à la FactureX qui est un format qui est dit hybride, un format mixte. C'est-à-dire qu'on va conserver le PDF que tout le monde va pouvoir lire à l'œil nu, tout simplement, c'est ce qu'on a l'habitude. Mais joint avec ce PDF, en fichier attaché, on va avoir en fait le fichier XML de données qui, là, pourra être traité en fait de façon numérique par les différentes solutions. Donc, on conservera, nous, cette visualisation via un PDF et il y aura bien ce fichier joint XML qui sera directement à l'intérieur. Je vais y revenir juste après sur le FactureX. Sur ce portail public de facturation, le dépôt manuel des factures en PDF5 sera possible pendant une période transitoire. Je vous disais, on va quand même conserver un petit peu le PDF au cas où certaines entreprises soient un petit peu en retard sur la mise en place de la réforme. On laissera toujours la possibilité de pouvoir faire du dépôt. Alors, quand je dis on, l'État laissera la possibilité de pouvoir faire du dépôt encore pendant quelques mois. Information importante. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport à des communications que vous avez pu avoir un petit peu, peut-être déjà en direct par la part de différents éditeurs. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire directement, venir vous voir et vous dire, c'est bon, moi je suis prêt, venez avec nous, on fait la facture électronique, on sait traiter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, ici, vous voyez, les premiers échanges qui pourront être faits avec le portail public de facturation pourront se faire qu'à partir de janvier 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut juste préparer le terrain, on peut travailler par rapport aux différents formats, on peut en fait imaginer les différentes fonctionnalités de transport en fait de la donnée. Par contre, on ne peut pas faire de test encore parce que tout simplement, le portail public de facturation est encore en cours de développement. Donc, pour le moment, il n'est pas fonctionnel. Pour le moment, on ne peut pas faire de test. Donc, une personne qui vous dit c'est bon, moi je sais faire, j'aimerais bien savoir comment tu sais faire à partir du moment où tu n'as pas pu tester et que tu n'as pas pu emmener en fait ton produit à terme. Donc aujourd'hui, il faut bien faire attention à ça parce que je sais que certains en profitent un petit peu des appréhensions qu'on pourra avoir justement par rapport à cette réforme, à la complexité, à la difficulté qu'on pourrait avoir de la mettre en place, alors que c'est pas si compliqué et on est là justement pour vous accompagner. Et tout simplement, ils essayent de mettre leurs produits en avant en mettant des différents avantages
audacieux, comme le fait d'être prêt, alors que tout simplement, aujourd'hui, on est prêt tous avec ce qui est mis en place. On fait du développement, on va pouvoir répondre demain, mais on ne peut pas dire qu'on est prêt. Voilà. Je referme cette parenthèse, mais c'est important que vous ayez bien ça en tête, qu'on est en train de travailler, on sera prêt, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, oui, je suis prêt, je sais faire, parce que tout simplement, on ne peut pas faire de test. Allez, je referme cette parenthèse définitivement. C'est pas vrai, parce que je pense que je vous en reparlerai. Donc, le premier acteur que je vous disais, le portail public de facturation, donc cette plateforme publique gratuite. Deuxième acteur, les plateformes privées. Sur ces plateformes privées, en fait, ça va s'appeler les plateformes de dématérialisation partenaires. C'est tout simplement, en fait, les différents services que vous allez pouvoir utiliser qui vont vous permettre, vous, d'avoir, en fait, des services complémentaires liés peut-être à votre activité, à vos logiciels, à vos besoins, vous, internes, directement. Donc, ces PDP, elles vont assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme, bien sûr, hein, donc ce qui va être émission, transmission, des factures électroniques à destination donc des clients, transmission des données de factures, de transactions et de paiement à l'administration. Je vous rappelle que, bien sûr, à chaque fois, c'est aussi transféré à l'administration pour pouvoir avoir les informations et la déclaration de la TVA. C'est PDP, donc ça va permettre en fait de pouvoir vous apporter des services complémentaires. Maintenant, pour pouvoir être PDP, il va falloir montrer patte blanche. On a tout un cahier des charges qui est assez complexe pour pouvoir en fait devenir PDP. Et ces PDP en fait seront immatriculés directement auprès de l'État, immatriculés pour 3 ans et elles seront auditées régulièrement. Les premières immatriculations se font qu'à partir de septembre 2023. Donc, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez quelqu'un qui vous démarche en disant « Venez chez moi, je sais faire, je vais être PDP », je suis PDP. Il y en a certains qui disent « C'est bon, moi je suis plateforme de dématérialisation partenaire ». Ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, la première immatriculation, ce sera qu'en septembre 2023. Alors, certains se sont positionnés. Certains se positionnaient dès le début, en fait, où on parlait de la réforme, et on commençait, en fait, à revenir un petit peu en arrière, parce qu'au fur et à mesure, le cahier des charges a grossi. Pour vous dire, aujourd'hui, si vous choisissez un PDP par rapport, vous, à vos différents besoins, c'est le PDP qui prend la responsabilité de la facture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez vous déposer les informations ou déposer tout simplement la facture au PDP pour qu'il fasse la transmission, c'est le PDP qui devient responsable de cette facture. Et s'il manque des informations obligatoires, s'il manque des données, si toutes les déclarations n'ont pas été faites comme il fallait, c'est le PDP en fait qui sera responsable et qui sera redevable envers l'État par rapport en fait au manquement. Donc là, hein, ça nécessite en effet d'être sûr de soi, et c'est pour ça que certaines solutions aujourd'hui on fait un peu marche arrière par rapport au fait de se positionner en tant que PDP. Ils se disent oh, on va peut-être patienter. Pour vous dire, pour le moment, nous, Sedge, on sera, donc on est éditeur, on est là, on ne se positionne pas en tant que PDP, on ne se refuse pas de le devenir à moyen terme, mais pour un début, on met en place, on vous accompagne, on fait en sorte que vous puissiez transmettre en fait tout simplement les factures. Peut-être que demain, on proposera un service en tant que PDP, mais pour le moment, en fait, on vous accompagne tout simplement sur la mise en forme en fait de toutes ces données, de ces factures et du transfert. Donc, les PDP vont devoir aussi garantir l'interopérabilité donc, entre le portail public de facturation et au moins un autre PDP. Tout simplement, hein, c'est pour les transferts. Doivent respecter, donc, bien sûr, des standards de sécurité, ISO 27001, SecMoon Cloud. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est donné sur le cloud, puis RGPD, et puis d'autres normes qui sont aussi complétées, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Et ce PDP, la différence en fait avec le portail public de facturation, c'est qu'il pourra gérer d'autres formats que juste les formats du socle, hein, les 3 formats que je vous ai cités tout à l'heure, selon bien sûr les besoins, vos besoins à vous, besoins du client. C'est-à-dire que si vous communiquez par exemple avec un format Edifact, vous avez la possibilité au travers du PDP d'envoyer toujours en Edifact, et puis le PDP lui transformera de façon à communiquer avec le PPF avec le bon format, mais vous ne vous souciez pas de pouvoir aussi transformer les données. Donc c'est aussi l'avantage de ces PDP, c'est de pouvoir vous apporter des services complémentaires. Ça pourra aussi vous apporter des services de suivi de factures, peut-être d'archivage de factures plus structurés, de circuits de validation, etc., que vous pouvez avoir besoin, vous, par rapport à votre fonctionnement interne.
Et puis on a un troisième acteur qui va rentrer en compte. Donc je vous rappelle le PPF qui était le portail public de facturation, le PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, et le troisième acteur, c'est les OD, les opérateurs de dématérialisation. Alors pour faire compliqué, on a dit OD. Alors c'est pas des opérations diverses, là c'est bien les opérateurs de dématérialisation. C'est eux les prestataires qui vont offrir des services de dématérialisation des factures. En gros, c'est vos solutions logicielles, hein, c'est nous. On sera OD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est les intermédiaires entre les entreprises et les plateformes. Vous avez vos données, vous faites vos factures, ben, nous, on va générer les factures, on va transmettre les factures. Ben, ce sera nous, en fait, Sage, qui sera OD directement. On ne remplace pas, cependant, en fait, les plateformes privées, hein. On est là pour faire le transport, pour dématérialiser les factures à destination ou en provenance en fait des plateformes, que ce soit plateforme privée ou portail public de facturation. Donc nous, on assure tout simplement le transfert des différentes informations. Si je vous schématise un petit peu tout ce que je viens de vous dire, parce que je vous ai dit beaucoup de choses, on va essayer de le mettre sur des schémas. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, on va le simplifier assez simplement. On va prendre un circuit le plus simple possible de facture. On a une entreprise C qui va échanger avec une entreprise D. Cette entreprise C, pour envoyer sa facture, bah, va le faire au travers de son OD, bien sûr, hein. C'est ce que je vous disais, c'est l'OD qui va transférer. Et elle a choisi de passer directement par le portail public de facturation. Donc l'OD va transférer au portail public de facturation. On aura une interrogation ici au travers de l'annuaire pour savoir bah, vers qui on doit router, etc. Donc la facture. Là, l'annuaire pourra dire par rapport au flux qu'il faut router directement vers l'entreprise D. Donc, la facture sera à disposition tout simplement de l'entreprise D. La flèche est bien dans le bon sens parce que c'est l'entreprise D qui va aller en fait récupérer sa facture au travers de son OD. Quand je dis elle va aller récupérer sa facture, normalement, on va mettre en place en fait tout simplement des outils de connexion de façon à les interroger, voire le faire en automatique pour voir s'il y a des factures qui sont disponibles, qui nous attendent, et puis pour pouvoir les synchroniser, les récupérer. Au moment, hein, on dit qu'on interroge tout simplement pour pouvoir récupérer ces factures. En parallèle de ce flux entre les sociétés, bah, l'entreprise C qui avait déposé sur le portail public de facturation, il y a eu la déclaration à l'administration fiscale qui s'est fait directement. Et là, ça se fait via le portail public de facturation. Donc vous avez vu, le plus simple possible. Je vais compliquer un petit peu. J'ai l'entreprise A qui veut échanger avec l'entreprise D. Ben, l'entreprise A, elle a besoin de services complémentaires. Elle a choisi en fait de passer par une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, sa facture part via son OD à la plateforme de dématérialisation partenaire. La plateforme va interroger en fait le portail public de facturation au niveau de l'annuaire pour savoir en fait comment elle doit router. On lui a dit, eh ben en fait tu dois router par mois. Ben, lui, il envoie la facture directement au portail public de facturation. La facture, on a la déclaration à l'administration fiscale qui se fait en parallèle et la facture est disponible pour l'entreprise D. Un petit peu plus compliqué, l'entreprise A envoie à l'entreprise B. L'entreprise A choisi un PDP, l'entreprise D a choisi son PDP, qui est différent de l'autre entreprise, qui pourrait être le même, hein, mais là qui est différent. Ben, l'entreprise A, en fait, elle envoie sa facture toujours au travers de l'OD. Le PDP interroge le portail public de facturation donc, pour avoir l'information du routage, hein. Elle n'a pas l'information sur la donnée, elle a juste une information de routage. On lui dit, ben, l'entreprise B utilise un PDP, donc lui, on renvoie l'information comme quoi il faut envoyer la facture au PDP. Il envoie aussi les informations au PPF. Pourquoi? Parce que là, on a la déclaration à l'administration fiscale qui doit se faire. Ici, on a la facture donc, qui avait été envoyée directement au PDP. L'entreprise B peut aller récupérer directement sa facture sur son PDP. Le dernier, c'était l'entreprise C à l'entreprise B. L'entreprise C n'avait pas d'intermédiaire, on va directement au PPF. Le PPF, au travers de l'annuaire, on sait qu'on a un PDP, met à disposition la facture pour le PDP, l'envoie au PDP et l'entreprise B récupérera directement au travers du PDP. Bien sûr, il y aura toujours cette déclaration de l'administration fiscale qui se fait en parallèle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PPF, ce sera obligatoire dans le cas des factures en e-invoicing, ce sera obligatoire de passer par le PPF pour les déclarations de la TVA et pour tout simplement le transfert à l'administration fiscale. Le PPF, en toute logique, on a tous les flux qui passent au travers du PPF.
Normalement, ça doit être un petit peu plus clair pour vous, en tout cas, je l'espère. Je vous parlais donc là du e-invoicing, hein, des cas de société à société ou société à gouvernement. Eh ben, je vous disais, on a un deuxième flux, le e-reporting, où là, on est dans les cas donc, de société vers société à l'international, de société vers particulier directement. Donc là, on peut être avec des factures aux particuliers, des aides de caisse, des transactions hors facture qui peuvent être faites. Donc, il faudra nous les déclarer. Mais c'est aussi le cas en fait pour tout ce qui est encaissement, hein. Il va concerner les factures de prestation de services dont la TVA est collectée directement à l'encaissement. Donc, dans ces cas-là, on va passer par du e-reporting. Le e-reporting, c'est la même chose, hein. C'est deux flux, on a les mêmes contraintes, hein, au niveau du calendrier de la réforme, etc. Ça se met en place exactement de la même façon à l'intérieur. Ça fait partie, hein, intégrante de la réforme. C'est pas parce qu'on parle de deux flux différents qu'il y a des différences. C'est exactement la même chose entre le e-invoicing et le e-reporting pour la mise en place. C'est juste que ça concerne en fait des transactions bien spécifiques. Donc là, par rapport au e-reporting, la différence aussi, c'est que tout à l'heure, on avait un circuit qui était un circuit unique pour tous les types de factures. Là, on va avoir en fait des flux qui vont être dédiés pour chaque type de transaction. Ce qui veut dire que chaque cas métier peut être différent en fonction de la transaction, en fonction du client qui est en face, en fonction de celui qui a émis la facture, etc. Donc là, on a plein de cas métiers qui sont étudiés actuellement par l'État, hein. Si vous allez sur le site impôts.gouv, que vous allez rechercher justement tous les flux de e-reporting, il me semble, alors il y a un PDF qui est mis en place avec les différents flux. Et encore, tous ne sont pas encore expliqués. Il y a encore des cas qui sont en cours de réflexion. On a un PDF, je crois, qui doit faire, alors, je ne sais plus si c'est 200 et quelques ou 400 et quelques pages. Même si c'est 200, c'est énorme. Donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, pour le coup, je ne pourrais pas vous expliquer tous les cas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le e-reporting, c'est vraiment en fonction de la transaction. Alors, je vous rassure, là, j'essaie de vous faire peur par rapport au nombre de factures, mais je vous rassure, vous, après, quand vous allez utiliser, il y aura des automatismes qui vont se faire, bien sûr, en fait, par rapport à la déclaration, par rapport à ce que vous allez faire, tout simplement parce que vous allez déclarer, vous uniquement, vous allez faire des transactions de e-reporting vers le PPF, mais c'est votre logiciel qui va aussi être paramétré pour pouvoir vous aider dans la déclaration de TVA qui sera à faire par rapport, en fait, à ces différents flux. Donc, les plateformes d'émission PPF ou PDP concentrent et transmettent les flux à destination de l'administration fiscale. C'est ce que je vous disais. On va vous aider justement à mettre en place de façon à pouvoir transmettre. Donc, le e-reporting, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déclarer en fait et faire la déclaration de la TVA directement à l'administration fiscale en fonction du type d'opération que vous allez faire. Donc, si je prends un petit schéma assez rapide par rapport en fait à ce flux. Je vais prendre le vendeur Resoft, hein, qui utilise le PPF comme plateforme d'envoi. Là, il facture un client particulier ou un client étranger. Sa facture, elle est transmise directement par ses propres moyens, elle ne transite pas par les plateformes. Par contre, en parallèle, il doit transmettre un flux e-reporting à l'administration fiscale via le PPF. Donc lui, il va envoyer sa facture et au travers du PPF, on aura la déclaration administration fiscale. Bien sûr, on a toujours l'OD pour tout ce qui est transfert d'opération. Il en est de même là pour PartnerSoft, qui utilise lui, par contre, un PDP, d'accord, comme plateforme d'émission. Donc, il facture son client par ses propres moyens, mais il doit transmettre un flux e-reporting à l'administration fiscale via donc le PDP. Enfin, et quel que soit donc, le type de client, donc que ce soit du B2B, B2C, B2B international, etc., en cas de prestation de services et de collecte de TVA aux encaissements, là, le vendeur doit envoyer un e-reporting encaissement dès lors qu'il a encaissé toute ou partie en fait, de sa prestation. Il pourra, pour le coup, le faire soit par un PPS, soit par un PDP, tout dépend, mais en tout cas, dès qu'il a perçu dès qu'il a eu un encaissement, il devra faire la déclaration de l'encaissement qu'il a eu. OK? Donc, après, par rapport au schéma, par rapport aux opérations, etc., je vous ai dit, c'est des cas métiers, etc., qui rentrent en compte et on vous détermine. Mais là, c'était pour essayer de vous simplifier un maximum.
Sur la déclaration, ce qui a été acté cet été, parce que alors c'était même pas c'était au mois d'octobre qui a été mis à jour le tableau avec la fréquence et le délai de transmission des données de transactions et de paiement, donc c'est-à-dire tous les flux e-reporting. Ces différentes fréquences et ces différents délais vont être en fonction du régime fiscal de l'entreprise. Les entreprises au régime réel normal mensuel devront faire en fait des fréquences de dépôt par décade. Les délais, ce sera 10 jours après la fin de période. Sur tout ce qui va être paiement, ça reste du mensuel avant le 10 du mois suivant. Mais pour ce qui est donc déclaration des transactions, ce sera par décade. Pour les entreprises au régime réel normal, mais trimestriel ce coup-ci, on est en mensuel avant le 10 du mois suivant. Et puis après, pour tout ce qui est simplifié, imposition de TVA ou régime franchi de base, soit mensuel, soit trimestriel, mais toujours avec les dates du 25 au 30 du mois suivant. Ça, vous l'aurez de toute façon, ces différents, ce tableau, les différents schémas, hein, on va vous le faire partager, bien sûr, par l'intermédiaire de Graph qui vous mettra à disposition la présentation. Je vous fais un petit quiz, juste histoire de me reposer un petit peu, de boire un petit coup pour m'humecter la gorge. Juste ici, on a deux intrus qui se sont glissés dans la liste dédiée au flux de e-reporting. Est-ce que vous savez me retrouver ces flux? Bien sûr, les micros étant coupés, là, je vous imagine devant vos écrans en train de me dire ah, Thomas, c'est l'encaissement en cas de livraison de biens, il me semble, et puis le deuxième, eh ben, le deuxième, ce serait bien l'importation de biens aussi. Hein, c'est ce que je vous disais. Nous, le e-reporting, ça va concerner le B2B, donc société à société à l'international. Ça va concerner tout ce qui est encaissement en cas de prestation de services, acquisition intracommunautaire et B2C vers les particuliers directement. Donc là, c'était histoire d'asseoir un petit peu quand même ce que je vous ai expliqué juste avant. Je vous disais, on va faire un zoom aussi sur la facture X. La facture X, hein, vous voyez, vous avez votre PDF. Hein, je vous disais, c'est un standard, c'est un format mixte, hybride, qui est lisible toujours à l'œil humain parce que c'est du PDF. Et en fichier joint, donc c'est-à-dire que quand vous allez regarder votre PDF, vous avez toujours ce petit trombone qui peut être présent. Ben, en fichier joint, nous, on a rajouté un fichier. Alors là, vous ne voyez pas, mais c'est un fichier XML tout simplement qui a été rajouté et qui est avec les différentes balises, avec vos différentes données. Alors, j'ai mis de façon à ce que vous vous attardiez pas, c'est pour ça que c'est pas forcément lisible. Mais comment vous allez pouvoir reconnaître aussi en fait le fichier, donc un format au facture X, c'est que tout simplement vous allez avoir le logo aussi qui va être posé sur le document. En tout cas, nous, Sage, on a décidé pour tous les documents qu'on va émettre en facture X de déposer ce logo. En plus, on a utilisé, pour le coup, nous, un format spécifique de la facture X, parce que facture X, il me semble qu'on a 5 formats différents à l'intérieur, avec des données différentes qui vont pouvoir se mettre. Nous, on a pris le format le plus complet, le format Extend, c'est pour ça le petit fx.e, c'est pour dire qu'on est sur le format Extend qui va avoir vraiment tous les champs possibles au niveau de la facture X. Donc voilà, donc ça permettra de pouvoir toujours conserver ce fichier et avoir en fait du XML avec, donc ce PDF pardon, et avoir ce fichier XML avec vraiment toutes les données à l'intérieur qui nous permettront là pour le coup d'avoir vraiment les différentes informations pour pouvoir automatiser un maximum aussi les traitements derrière qu'on pourra avoir en réception de comptabilité d'une facture par exemple. Je voulais vous faire un zoom aussi sur le cycle de vie des factures. Alors, je vous ai mis que c'était provisoire parce qu'actuellement, sur le décret, en fait, seuls les statuts obligatoires sont mentionnés, mais devraient être implémentés, mais devraient aussi être implémentés. Alors, ma phrase n'est pas complète ou je la comprends plus, mais on n'a que les statuts obligatoires, en fait, qui sont aujourd'hui bien indiqués, bien incrémentés. Par contre, on a des statuts supplémentaires recommandés qui devraient aussi, en fait, rentrer dans le jeu. Et ça, c'est essentiel qu'on ait bien toutes ces informations-là. C'est ce que vous avez aujourd'hui sur Chorus Pro quand vous faites des dépôts. Vous avez en fait l'avis de la facture, en fait, le transfert de la facture, la traçabilité de cette facture. Là, en fait, c'est ce qu'on va avoir aussi avec la facture électronique, c'est-à-dire que vous allez avoir, donc, quand vous allez déposer, vous allez avoir un statut déposé tout simplement, émis par la plateforme.
reçue par la plateforme réceptrice. Là, il y a un contrôle qui va s'effectuer. La facture pourra être rejetée si toutefois, c'est pas une facture, qu'on n'a pas toutes les informations, etc. Si la facture est bonne, on va la mettre à disposition. À partir de là, pareil, elle peut être refusée en immédiat. Sinon, elle pourra être prise en charge. Là, donc, ce qui veut dire que ça peut être le client, hein, directement qui va la prendre en charge. Il pourra suspendre, il pourra la mettre en litige, il peut bien sûr l'approuver en direct, il peut l'approuver partiellement. Dans ce cas-là, s'il l'approuve partiellement, il faudra aller la compléter pour après de nouveau en fait aller pouvoir l'approuver complètement. Et puis une fois que c'est approuvé, que c'est bon, on pourra mettre le paiement en transmission et derrière dire que ça a été encaissé. Ça, c'est des cycles qui vont être un petit peu obligatoires parce que tout simplement aujourd'hui, par exemple, sur de l'encaissement, il nous faudra avoir cette information encaissée. Sauf que pour le moment, par rapport en fait à la mise en place avec l'État, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'ils vont nous envoyer tel ou tel. On sait qu'on a ces statuts, mais on ne sait pas exactement à quel moment on aura le retour d'information. Alors, bien sûr, c'est le PPF qui va centraliser normalement toutes les informations. Par contre, on ne sait pas encore comment on va pouvoir récupérer ou quand on va pouvoir interroger et quand eux aussi auront en fait ces différentes informations. Donc là, c'est encore en cours de réflexion avec l'État. Quand je vous dis que c'est en cours de réflexion depuis tout à l'heure, hein, on a différentes associations qui ont été créées par rapport à la facture électronique. Donc l'AIFE, le FNFE, c'est des associations en fait où c'est l'État, mais les éditeurs aussi viennent, prennent part en fait aux différentes réunions de façon à pouvoir faire avancer un petit peu le sujet et mettre en avant peut-être des cas métiers par rapport en fait à certains types de sociétés que l'État n'avait peut-être pas pensé. Et comme ça, on avance main dans la main de façon à ce que ça puisse répondre un petit peu à tout le monde. Donc là, voilà, ça par exemple, c'est toujours en cours de réflexion. Donc, je vous parle justement de cette réflexion pour le moment, ce qui a été rédigé, publié. On a le décret, l'arrêté qui a été refait au 7 octobre, hein, je vous disais par rapport justement à la transmission du e-reporting aux différents délais. Ça, c'était au mois d'octobre que ça avait été décidé. On a tout ce qui est description fonctionnelle, spécification externe, c'est ce que je suis en train de vous expliquer un petit peu depuis tout à l'heure. Les formats d'échange, e-invoicing, e-reporting, présentation donc des différents flux, c'est ce que je vous explique aussi. Les protocoles d'échange EDI et API vers le PPF. Alors les protocoles sont mis en place, sauf que vu qu'on ne peut pas faire de tests ou quoi que ce soit, pour l'instant on a juste les protocoles. Donc après, il va falloir voir comment on va pouvoir aussi développer ça et puis échanger. Le e-reporting, donc les délais et les fréquences, c'est ce que je vous disais au travers du décret d'octobre. L'immatriculation, donc des PDP, obligations associées. Donc ça, on a donc aujourd'hui le cahier des charges donc, pour pouvoir être PDP. Il y en a certains, je vous ai dit, qui sont positionnés, d'autres qui sont retirés. Mais bon, en tout cas, là, c'est déjà en cours, c'est bien avancé, de façon à pouvoir réfléchir au développement à avoir pour pouvoir devenir PDP. On a une FAQ qui est sur impôt.gouv qui permet justement de reprendre un petit peu toutes les questions, qui est mise à jour, qui est modifiée. Donc les dernières modifications sont liées donc, au décret du mois d'octobre. En attente de publication pour le moment, donc c'est la finalisation de quelques cas d'usage métier, c'est ce que je vous disais, les différents échanges qu'on peut avoir avec l'État au travers de ces différentes associations. Par exemple, là, on a encore des cas métiers qui sont en cours de réflexion où on ne sait pas trop comment ça se passait. Par exemple, la compte, on ne sait pas trop comment ça se passait. D'autant plus qu'on a une nouvelle réforme, et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure par rapport à la V9, où on a la gestion des acomptes. Sur les acomptes, il faut déclarer la TVA dès l'encaissement des acomptes. Donc là, en fait, comment ça se passe en fait au niveau des déclarations, etc. Ça, c'est un des cas justement qu'on est encore en train de réfléchir avec l'État. Donc, évolution des données informatiques étendues pour répondre aux cas métiers spécifiques, notes de ligne, assujetti unique, multicommande, livraison à facturage, etc. Tout ça, voilà, c'est encore des choses qui sont en cours de réflexion pour pouvoir répondre vraiment à tout le monde et à tous les cas d'usage. Allez, deuxième petit quiz rapide, on va répondre en même temps, hein, de toute façon, mais c'est juste pour renfoncer des portes ouvertes. La facturis, est-ce que c'est un format est un format hybride ou mixte? Oui, non. Bon, là, j'espère que j'étais quand même assez clair, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Dans le cadre de cette réforme, seul le PPF accepte le format Facturix. Oui, non. Est-ce que vous avez bien suivi? Je fais mes factures avec Excel, puis-je continuer? C'est une bonne question. Normalement, alors,
Ça peut paraître clair, mais on va revenir. Et puis, un ISV, solution tierce connectable, peut-il être également une PDP, donc une plateforme de dématérialisation partenaire? Eh ben, les réponses, je vous disais le Facture X, bah, oui, c'est un format hybride et mix, hein, c'est ce que je vous disais. Est-ce que dans le cadre de la réforme, seul le PPF accepte le format Facture X? Non, puisque les PDP peuvent aussi accepter ce format. Par contre, je vous disais qu'au niveau du PPF, seuls les 3 formats du socle minimal sont acceptés. Je fais mes factures avec Excel, puis-je continuer? Alors, non. Dans l'absolu, oui, on pourrait continuer à partir du moment où on s'équipe, qu'on a des PDP, qu'on peut se mettre, etc. Dans la réalité, non, c'est déconseillé. Le but du jeu, c'est de faire de la facture électronique, donc c'est de numériser, donc il ne faut plus passer par Excel. Déjà aujourd'hui, on déconseillait de passer par Excel parce qu'il faut avoir toutes les informations obligatoires, il faut pouvoir suivre en fait la numérotation de ces factures, etc. Donc c'était pas conseillé. Donc demain, ce sera encore moins conseillé que ça peut l'être aujourd'hui. Et puis un ISV peut-il être également un PDP? Oui, bien sûr, il faudra qu'il se positionne pour pouvoir devenir PDP, mais c'est un petit peu en fait la raison d'être en fait d'un ISV, c'est d'apporter des solutions adverses, enfin connexes, pardon, et donc obligatoirement un PDP, un ISV peut devenir PDP parce qu'il apporte en fait ces solutions. Donc tous ne vont pas l'être, mais tous réfléchissent en tout cas à devenir, je pense, PDP à moyen ou long terme. Allez, si on revient, parce que ça avance au niveau de l'heure, sur ce qu'il faut faire dès maintenant dans votre organisation. Nommer un référent. Si vous êtes déjà là, c'est que vous avez fait un premier pas par rapport à cette facture électronique. Inventorier, moderniser les solutions de gestion de comptabilité de votre entreprise. Bien sûr, c'est vos solutions en fait qui vont pouvoir vous aider à répondre. Pour ça, donc, il faudra organiser votre activité autour de la collecte de TVA. Donc, il faudra réfléchir à la solution que vous avez justement pour cette collecte de TVA. Je vous rappelle qu'avec Sedge, par exemple, vous avez aussi différentes fonctionnalités pour pouvoir avoir le calcul automatique de votre TVA, pour pouvoir aller faire la déclaration de votre TVA aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'avec les nouveaux TV9, on a la gestion des acomptes sur les factures de biens qui sont pris en compte. Donc, cette nouvelle réforme-là qui arrive au 1er janvier 2023, je vais vous montrer, nous, on l'a calculé. Donc, on vous aide vraiment, on prépare le terrain. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, vous aussi, c'est quel type de client vous avez. Est-ce que vous allez faire du flux de e-reporting? Est-ce que vous devrez contrôler un petit peu plus votre TVA par rapport aux différents flux que vous avez? Il faudra anticiper là les modifications en fait de votre organisation pour répondre justement à ces nouveaux usages. C'est-à-dire qu'en fonction des clients que vous avez, en fonction du type de facture que vous avez, des fournisseurs que vous avez, vous n'allez pas répondre de la même façon. Une société par rapport à l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins, n'a pas forcément le même fonctionnement. Donc là, il faut bien réfléchir, vous, à comment vous marchez aujourd'hui et qu'est-ce que ça va impliquer justement par rapport à cette réforme? Est-ce que vous allez devoir vous équiper en fait d'un PDP ou est-ce que vous allez passer tout simplement par le portail public de facturation? Est-ce que vous allez devoir avoir un suivi plus particulier de votre TVA, des différentes factures que vous faites? Tout ça, voilà, c'est une réflexion en amont à avoir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour commencer à expliquer un petit peu tout ce qui va se faire, pour pouvoir réfléchir et se dire, ah oui, en effet, il va falloir que je regarde tel ou tel point, il va falloir que je m'oriente vers telle ou telle plateforme et que je réponde. Bien sûr, nous, on vous accompagne au travers de nos solutions. Donc, il faudra veiller aussi, vous, à la formation en fait, de vos collaborateurs, se renseigner de temps en temps quand même sur la FAQ, le site info.gouv, mais nous, on fait les informations vers vous aussi, donc vous pouvez venir nous voir. Quand je dis nous, c'est Graph, c'est Sedge, bien sûr, vos différents interlocuteurs. Actualiser les informations de vos fiches tiers, parce qu'aujourd'hui, on va avoir des données obligatoires supplémentaires. Alors, on n'a pas encore toute la liste des données complémentaires, j'en suis désolé. Mais au niveau de vos tiers, il va falloir avoir le plus d'informations possible. Donc, je sais que tout le monde n'a pas son plan tiers en fait, qui est complété au max. Donc, au moins, essayez de mettre à jour au fil de l'eau tout ce qui va être SIRET, adresse, numéro de TVA intracommunautaire, etc. Ça, c'est des choses qu'il faudra sûrement avoir pour avoir la reconnaissance justement des sociétés au travers de l'annuaire. Veillez à la bonne application, bien sûr, des mentions légales sur les factures, mais ça, on va vous aider au travers du logiciel. Organiser les flux de gestion, donc des achats en fonction de la nature des factures d'achat. Et puis, aujourd'hui, et dès aujourd'hui, vous allez pouvoir favoriser l'automatisation en fait, de l'enregistrement de vos factures.
il y a des outils pour pouvoir vous aider dès maintenant sur cette automatisation. C'était les outils de dématérialisation des factures fournisseurs qui vous permettent de pouvoir, à partir en fait d'un format numérique, directement vous aider à traiter la facture. Donc nous, on a une solution, c'est Sage Automatisation Comptable. Ça nous permet dès à présent de pouvoir traiter la facture, de gérer tout ce qui va être autour de la facture, archivage, tout ce qui va être aussi workflow de validation. Et au travers de cette automatisation comptable, pour le moment, c'était juste de la reconnaissance de facture, donc de PDF, reconnaissance via ossérisation. Dès maintenant, dès cette version 9, on a la possibilité aussi de traiter en parallèle de l'ossérisation. Si vous avez des factures au format facturiste qui sont intégrées dans cette automatisation comptable, on sait les traiter et on sait reconnaître du facturiste, traiter le facturiste, ou alors dire non, ça c'est un PDF normal, on va traiter. Ce qui va vous permettre, vous, au fil de l'eau, parce que vous n'allez pas du jour au lendemain claquer des doigts et dire allez, moi je switch, je fais que de la facture électronique. Ça va dépendre de vos clients, ça va dépendre de vos fournisseurs, etc. Donc, on va avoir en fait un passage où on va avoir la cohabitation entre les deux. Je vais vous faire la comparaison avec le passage à l'euro. Pendant un moment, on était toujours avec des francs, avec des euros, jusqu'au moment où tout le monde est passé à l'euro et puis qu'il n'y avait plus de francs du tout en circulation. Là, ça va être exactement la même chose. Donc ça, nous, on a mis en place au travers de cette V9, déjà, par rapport à la facture électronique, tout ce qui va être gestion de la facture X. Je vous montre rapidement parce que je veux quand même vous montrer exactement ce que ça donne. Dans la gestion commerciale, la prise en charge de la facture, c'est quoi? C'est émettre en fait émettre des factures au format facture X. Donc là, je suis sur une vente, je suis sur une facture. Quand je suis sur ma facture, que je vais imprimer ma facture, j'ai la possibilité de maintenant d'aller imprimer au format facture X. Moi, j'ai validé pour pouvoir avoir cette impression. Je vais OK. Je vais valider mon PDF, en tout cas ma facture X. Moi, je l'imprime directement le PDF. Je vais me le mettre aujourd'hui, donc hop, je vais marquer un petit graphe web, juste pour avoir le nom. Et là, je viens de générer en fait ma facture X, donc mon PDF avec mon fichier XML joint. OK? Ça, c'est pour vous dire, voilà, ici, on sait le faire, on sait faire du format facture X. Si je vais regarder, allez, juste pour aller vous montrer rapidement, ici, j'ai bien mon document. Si je vais à l'intérieur, donc c'est bien le PDF. Si je l'ouvre, c'est bien mon PDF avec mon petit logo ici. Et si je vais ici sur le trombone, j'ai bien mon fichier XML qui est joint avec en fait toutes les données qui sont à l'intérieur. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est bon, on l'a, c'est bien en fait directement. Donc, à partir de ma gestion commerciale, je sais traiter ce format facture X. Je vous disais, on sait aussi réceptionner au travers en fait, pour le coup maintenant, de cette automatisation comptable. On sait réceptionner et traiter en fait des formats facture X. Et là, moi, je vais aller en comptabilité. En comptabilité, j'étais en train de tout recharger, donc il n'est pas content, je clique trop vite. En comptabilité, je vais aller injecter en fait mon document. Alors, Ok, allez. C'est ça, j'avais ouvert ma page un petit peu trop longtemps. Ah, il n'est pas content du tout, du tout, du tout. Ouais, dis donc. On est parti. Excusez-moi. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui passe de travers de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, bon. Et bien, vous savez quoi? Hop, je vous montrerai ça après, parce que je pense que j'ai un petit souci de mon côté. C'est pas grave. Donc, je vous disais, de toute façon, dans cette automatisation comptable, on va réceptionner aussi directement notre facture. Ce qui est prévu, c'est qu'on fasse une version 10 aussi avant l'été prochain pour pouvoir avoir tout ce qui est compatibilité avec la nouvelle plateforme, avec le PPF, en fait, pour pouvoir commencer à se dire qu'on va aller émettre et réceptionner en fait les factures au travers de cette plateforme. On va savoir bien sûr donc gérer tout ce qui est transmission et tout ce qui va être différents flux, donc e-invoicing, e-reporting au travers de cette version 10.
sur cette version 10, on aura peut-être des ajustements à faire par rapport à la façon dont ça va fonctionner. Dans ce cas-là, on aura une version V10.10 qui est prévue déjà dans notre roadmap de façon à pouvoir affiner avant tout simplement janvier 2024 et les premiers tests qui pourront être effectués. C'est-à-dire que vous-même, vous aurez la main pour pouvoir commencer à effectuer donc, vos premiers tests. Et puis derrière, à partir de juillet 2024, on pourra passer directement à la mise en place de la réforme et aux différents échanges. Bien sûr, si vous êtes PME, que vous avez, en fait, vous, pour l'émission janvier 2025 en ligne de mire, 2026, pardon, si vous voulez le faire avant, que vous êtes prêt avant, vous pouvez le faire. C'est pas parce qu'on a un calendrier avec des obligations, des dates butoirs, que vous êtes obligé d'attendre la date butoir. Bien sûr, plus vous allez vous équiper assez rapidement, plus vous serez prêt, plus vous serez, vous, bien dans votre tête pour pouvoir faire les émissions. Et puis, vous pourrez passer exactement au moment où vous voulez, plutôt que de courir après en fait, ces dates butoirs et puis la réforme qui vous a été imposée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier pas est fait chez nous. On sait, on a choisi un format, c'est le Facture X, on sait le traiter, que ce soit en émission, en réception. La transition donc, se fera en douceur. Hein. Vous avez vu, au fur et à mesure, on met en place, on vous tient informé. Et puis, bien sûr, on a toujours cet accompagnement dynamique. 7G100 va vous guider pour renseigner vos différentes mentions obligatoires. Donc, ça va venir dès qu'on va le savoir, on vous dira, et puis on pourra vous aider dans la mise en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que au travers de Graph, on sera prêt pour vous accompagner à l'échéance du 1er juillet 2024, première date butoir pour tout ce qui va être réception. Et donc, notre comptabilité sera en place de façon à pouvoir vous aider au travers de services qui seront intégrés directement ou au travers d'un outil comme Sage Automatisation Comptable. Si vous avez besoin de vous renseigner, Graph vous met des informations à disponibilité. Vous pouvez aller aussi sur le site de Sage où vous retrouvez en fait un blog qui est mis à jour avec les différentes données qui vous reprécise un petit peu les différentes obligations. Il n'y a aucun souci. Le temps avance. Je vous propose que je vous parle quand même des nouveautés parce que c'était le but aussi un petit peu de cette présentation. Donc, je vous disais, la V9, ça parle de la facture électronique, mais pas que. Hein. On a aussi des nouveautés qui sont mises en place. Pour exemple, la TVA sur les acomptes, nouvelle réforme obligatoire en fait. Donc, sur l'encaissement des acomptes. Actuellement, la TVA en fait sur les livraisons de biens est normalement exigible par le fournisseur, donc au moment de la réalisation de cette opération, à compter du 1er janvier 2023. En cas de versement d'un acompte, la loi de finances pour 2022 donc, avance la date de l'exigibilité de la TVA au moment de l'encaissement de l'acompte. Donc, dès qu'il y aura un acompte et qu'il y a l'encaissement de l'acompte, on devra déclarer notre TVA. Donc, cette règle, c'est à partir du 1er janvier 2023, donc à partir des acomptes encaissés au 1er janvier 2023. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si vous avez la gestion commerciale et la comptabilité Sage, la saisie et la comptabilisation des acomptes se fait depuis la gestion commerciale. Donc, la gestion des factures d'acompte devient obligatoire. On a la fonctionnalité de facture d'acompte qui avait été rajoutée. Là, il faudra bien passer par cette facture d'acompte. Ça nous donne quoi? Ça nous donne que quand vous allez avoir un bon de commande qui sera fait à partir du 1er janvier, si vous avez un acompte dessus, cet acompte, il faudra transformer donc en facture d'acompte. D'accord? On va générer notre facture d'acompte. Cette facture d'acompte, une fois qu'on l'a générée, on va la valider et on va l'envoyer en comptabilisation. Donc, ça va nous générer l'écriture en comptabilisation. Donc, dans mon journal, j'aurai bien donc cette écriture. Et qu'est-ce que ça fait en parallèle? Ça vient compléter mon registre de taxes et en automatique indiquer sur la ligne de TVA que c'est un acompte. Donc, pour la déclaration, on aura bien l'acompte qui sera repris en fait au niveau de la déclaration de la TVA. Donc, quand on va revenir sur la facture globale, quand on va comptabiliser donc le bon de commande, quand on va émettre la facture, derrière, on va comptabiliser cette facture, on retrouvera l'écriture totale en comptabilité avec la compte qu'on avait déjà réglée. Qu'est-ce qui se fait en parallèle sur le registre de taxes? On a toutes les écritures qui vont se mettre et on va en automatique déduire la compte qui avait déjà été réglée de la TVA totale de la facture. Donc, au niveau de la déclaration, on retrouvera bien en fait le bon montant.
Si on n'a que la comptabilité Sage, hein, on a un autre ERP à côté, on a un autre logiciel, on n'a que la comptabilité. Donc dans ce cas-là, ça va se faire directement sur les journaux de trésorerie. Il faudra bien sûr paramétrer notre comptabilité pour dire qu'on a l'exigibilité de TVA, dire à partir de quelle date on va le faire. Quand on va saisir notre acompte directement sur notre journal de trésorerie, bah, on ira sur le registre de taxes et manuellement, on ira indiquer sur notre ligne qu'on est en acompte par rapport au montant indiqué. Donc, on aura le calcul qui va se faire bien sûr sur la déclaration de taxes. Et puis, quand on va aller comptabiliser la facture en globalité avec le montant global, bah, on aura fait, nous, notre prélettrage au niveau de la facture de trésorerie. On va faire ce prélettrage, ce qui va nous permettre, au niveau du registre de taxes, bah, de bien avoir l'acompte qui va être pris avec la bonne écriture. Et donc, de bien redéduire ce qui avait déjà été déclaré au niveau de l'acompte. Donc, tout ça, on l'a prévu au travers de Sage avec la version V9. Donc, cette réforme au niveau des acomptes, pour savoir si vous faites des acomptes, il y a cette possibilité et c'est directement à l'intérieur. Et donc, bien sûr, on va déclarer avec la déduction qui se fera directement ce qu'on aura déjà déclaré en TVA. Si je reviens sur les autres nouveautés, les nouveautés de la gestion commerciale. On a fait une modification par rapport là à la mise en forme des lignes de documents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que bah, quand vous étiez en train de faire vos documents, vous avez possibilité au niveau des sous-totaux, par exemple, bah, de pouvoir les mettre un petit peu plus décalés, de mettre du gras, de pouvoir aller marquer des commentaires, de mettre les commentaires en italique, par exemple. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir votre document, bah, vous allez retrouver en fait des documents un petit peu plus structurés, un petit peu plus lisibles, tout simplement. On a aussi ajouté le total TTC en pied de page, hein. Donc, vous aviez déjà votre total hors taxe. Ben là, vous avez votre total TTC qui vient se rajouter en visualisation de documents. On a facilité l'annulation d'une facture validée. Alors, bien sûr, on ne peut pas supprimer une facture validée. Par contre, si vous avez validé une facture comportant en fait des erreurs, vous pourrez tout de même l'annuler. Annuler une facture, là, ça va revenir. Donc, soit à conserver la facture annulée, soit à créer une facture d'annulation, donc opposée à la facture annulée, soit à créer en fait une facture rectificative. Mais là, on va vous accompagner justement dans cette annulation. Vous avez en fait une nouvelle fonctionnalité qui va venir s'afficher directement. Au niveau de la saisie des acomptes, donc, on a une alerte à la validation, choix de la souche de facture d'acompte. Donc, dès que vous avez saisi une acompte, il va vous proposer tout simplement de créer la facture d'acompte, hein. Je vous disais que ça allait devenir obligatoire de toute façon toutes les déclarations. Donc, on a mis cette alerte en place. L'affichage des encours depuis la liste des clients fournisseurs. Alors ça, c'est intéressant. Parce que maintenant, vous pouvez avoir un contrôle directement. Quand vous êtes sur la liste de vos clients, vous avez le solde comptable et vous savez, au niveau du portefeuille, des bons de livraison, des factures d'achat, des bons de commande et des préparations de livraison, vous savez déjà en fait où vous en êtes par rapport en fait à vos différents clients. Vous pourrez rajouter même par exemple une colonne supplémentaire par rapport au risque et là, vous savez exactement où vous en êtes, client par client ou fournisseur par fournisseur, si besoin. On a ajouté aussi la possibilité d'imprimer des CGV, mais en langue étrangère. Aujourd'hui, hein, vous pouviez imprimer vos CGV en français. Ben là, si vous les avez en langue étrangère, on a le choix de pouvoir aussi imprimer avec la langue étrangère. Oh, je suis en train de jouer avec ma molette, pardon. Autre nouveauté qui arrive directement du Sage Customer Voice pour le coup. Le Sage Customer Voice, hein, je vous rappelle, c'est vous, les demandes d'amélioration que vous avez eues. Bah, sur une facture validée, on a la possibilité de modifier le prix de revient sur entrée en stock, impression de documents, l'édition des données de la centrale d'achat. Sur les imports paramétrables, bah, il y a différents champs qui étaient manquants que vous vouliez rajouter. Bah, on a rajouté, bah, par exemple, le champ inutilisé en import d'inventaire plutôt que de remanier en fait tout votre document Excel. Bah, on a mis des champs inutilisés en plus, comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de supprimer des colonnes. Choix de la souche de documents en import. Importation, de date de péremption, fabrication sur les articles en lot, gestion multi-adresse en importation des fiches clients. Ça, c'est plutôt pas mal. C'était des choses qui nous étaient demandées qu'on a rajoutées. Et puis au niveau de notre GPAO, l'affichage de la colonne de date d'avancement dans les commandes. Côté finance,
Côté finance, sur la compta, on a possibilité maintenant de faire des mails multidestinataires. Alors ça, on pouvait le faire avec la gestion commerciale. Maintenant, on l'a aussi sur la comptabilité. La distinction des fonctions de report à nouveau et de gestion des exercices. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet le traitement donc lors du traitement de création en fait de vos exercices et de la génération des reports à nouveau. Là, les fonctions sont totalement indépendantes. Donc, ça va vous permettre de faciliter un petit peu la compréhension et la répartition en fait des différentes tâches. Au niveau de l'affichage des soldes, on a rajouté en fait, au niveau des listes des tiers, pardon, on a rajouté l'affichage des soldes et non pas l'inverse. Ce qui veut dire que, comme vous voyez, vous aviez en fait le suivi en gestion commerciale, en compta, on a l'affichage des soldes avec le débit, le crédit, le solde signé directement sur les différents tiers. Ça, on a sur les tiers, mais là où ça va être intéressant aussi, c'est qu'on va avoir le solde progressif à l'interrogation des tiers. Donc, quand on va interroger le tiers, on aura les différents soldes, bien sûr, mais les différents montants, mais le solde progressif du tiers en fonction de la date. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir par rapport au tiers. Et puis, encore une fois, on peut rajouter aussi des colonnes par rapport euh, au contrôle et au risque. Sur les immobilisations, en lien avec la TVS et avec la loi, donc il y a des nouvelles étapes pour gérer les nouvelles taxes. Je vous rappelle, la TVS avait été supprimée donc au 1er janvier 2022. Elle est remplacée par 2 nouvelles taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés donc à des fins économiques. Donc ces taxes reprennent les barèmes de l'ancienne TVS. Et là, on aura donc la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, hein. On retrouve directement les différentes informations à l'intérieur pour pouvoir communiquer aussi avec nos ECF. Si je viens sur les nouveautés globales de la gamme 7200, on a l'identité visuelle qui a changé, hein. Vous avez vu, on est avec des nouvelles couleurs, des nouvelles écritures. On a changé en fait l'identité visuelle. Alors ça va pas vous changer complètement la vie, hein. C'est certaines couleurs qui vont changer dans nos solutions. Les éléments en sommeil qui ne seront plus proposés en saisie, plutôt que d'avoir des listes longues comme le bras. Là, ce sera vraiment, vous aurez la possibilité uniquement sur les éléments sur lesquels vous pouvez réellement faire des opérations. Sur les impressions, l'aperçu avant impression, ce sera beaucoup plus simple de naviguer. On a rajouté en fait des fonctionnalités précédent, suivant, zoom n'importe où dans la facture. Et donc là, vous pourrez vraiment faire une belle aperçu maintenant et pouvoir naviguer dans l'aperçu. C'était grandement demandé et ça a été mis en place. La codification structurée des archives, là c'est pour vous faciliter en fait l'exploitation de vos archives. L'application propose maintenant un nom par défaut avec notamment donc les dates de début, fin d'exercice pour mieux en fait identifier directement vos archives. Et puis assez anecdotique, on a la suppression du lien Skype qui n'existe plus. Donc vu que ça n'existe plus Skype, on a quand même supprimé dans la fiche client histoire de ne pas polluer vos différentes fiches. J'ai fini de vous faire toutes les présentations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai essayé d'accélérer un petit peu pour pas vous prendre trop de temps. Emmanuel, est-ce que tu as eu des questions pendant toute cette présentation? Dis-moi donc. Merci déjà Thomas pour cette présentation. Beaucoup d'informations. Effectivement, c'est important de bien prendre le temps de s'informer sur cette réforme-là. Juste avant d'attaquer les questions et éventuellement les conversations dans le chat, nous referons et nous rejouerons une présentation sur la facture électronique au mois de mars à Nantes et à Rennes en présentiel. Donc on va revenir en présentiel, chose qu'on n'avait pas faite depuis très longtemps chez Graph. Pour revenir sur la notion de facture électronique. Donc, si vous n'avez pas tout compris, si vous manque des éléments, et si, comme vous l'avez compris, de toute façon, le calendrier va encore évoluer, rendez-vous au mois de mars autour de la facture électronique avec nos partenaires éditeurs, dont Sedge bien évidemment, pour reparler de la facture électronique.